Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'Ardèche Classique. On va parler de cette course, on va faire la présentation du parcours, la météo, la liste de départ, la stratégie. Un petit peu comme d'habitude, quoi, sur ces présentations de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui sont vos favoris pour cette épreuve, quelle va être votre grosse cote ou les coureurs que vous allez suivre sur cette course. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Notamment à 19h30, une vidéo est sortie sur les Flandriennes, présentation des enjeux sur ces épreuves de Flandriennes. Demain, présentation du Umloot et Nieuwsblad. Samedi, Ardèche classique, le débrief, Drôme classique présentation, Kuurne présentation. Enfin voilà, un programme assez chargé. Et puis jusqu'à lundi, en fait, le programme va être très chargé sur la chaîne avec des débriefs de course. On commence tout de suite avec cette Ardèche classique. Bien, on sent que cette première partie de saison est en train de se terminer. On a eu ces fameuses courses de préparation, l'UAE Tour, Alula Tour, toutes ces épreuves-là qui sont des courses de préparation. Tout doucement, avec le début de la reprise de la saison en Belgique, et avec l'Ardèche et la Drôme classique, qui sont encore des courses pour moi de première partie de saison, mais de fin de première partie de saison, et qui font cette transition entre la première partie de saison, où les objectifs, c'est très simple, c'est de remonter sur un vélo, c'est de remettre un dossard, c'est de voir où on en est par rapport à ce qu'on a fait à l'entraînement, mais c'est plus le contenu qui importe que le résultat, où on va rentrer sur des courses où là, le résultat va importer, et notamment à partir de la semaine prochaine, où pour moi, la course qui vraiment fait qu'on a bien démarré la saison, et qu'on est vraiment dans le moment le plus important, enfin dans le gros bloc de ce milieu de saison, ça va être l'Estrade Bianche. L'Estrade Bianche, pour moi, c'est la course vraiment où je me dis « Ah, la saison est lancée ». Pas encore sur l'Ardèche classique, ça ne saurait tarder peut-être dans les années à venir. C'est vrai que moi j'ai connu la course il y a encore 5-6 ans où il n'y avait pas grand monde au départ à part les coureurs français. Là cette année la liste de départ fait vraiment plaisir à voir. Pourquoi on a une liste de départ aussi importante, aussi intéressante? Déjà parce que c'est une course qui a pris du grade, qui a pris de l'échelon. Très clairement aujourd'hui c'est peut-être la plus belle course Pro Series du calendrier. Enfin cet enchaînement Ardèche et Drôme classique. C'est vraiment des courses qui, aujourd'hui, sont les plus belles Pro Series du calendrier. Elles ne sont pas encore World Tour. Pour moi, il en manque encore. En fait, c'est la liste de départ qui fait que ces courses-là ne sont pas encore World Tour. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait encore plus d'équipes qui aient envie d'aller sur ces épreuves-là pour vraiment les emmener World Tour. Peut-être pas l'année prochaine, mais je me dis dans 3 ou 4 ans, ça pourrait être intéressant. Après, il faudrait peut-être dégager une épreuve. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, quand tu vois la liste de départ de l'Ardèche classique, elle m'intéresse presque plus que la liste de départ du Tour de Romandie, par exemple. Donc ça pourrait se réfléchir quand même dans les années à venir. Forcément, déjà, pourquoi on a une liste de départ importante? Parce que la course est intéressante, parce que le parcours de cette course est intéressant, surtout à 1 mois et demi des Ardennaises. Parce que ça permet en fait de voir où on en est, et de voir ce qu'il va falloir encore bosser par rapport à certains adversaires des Ardennaises, même si, bien entendu, tout le monde n'est pas là. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est le parcours des prochains championnats d'Europe. Et oui, les championnats d'Europe seront à la fois sur le parcours de l'Ardèche classique et à la fois sur le parcours de la Drôme classique. Donc forcément, participer à ce week-end, ça permet de prendre des repères sur un parcours qui peut vous convenir. Et je pense qu'un champion d'Europe comme Marc Hirschi, ça pourrait avoir de la gueule et c'est peut-être pour ça qu'on le voit au départ. Un parcours dur, avec notamment ce Val d'Enfer, qui est un cauchemar, ce Val d'Enfer, parce que c'est extrêmement dur, c'est court, intense. La descente est technique, il faut faire attention. Donc non, ça fait mal, et puis surtout, on ne va pas le faire qu'une fois, le Val d'Enfer, on va le faire à plusieurs reprises. Ça sera le final, normalement, je crois, des championnats d'Europe. Des championnats d'Europe qui pourraient devenir des championnats du monde, en plus, avec la situation du côté du Rwanda, qui essaie d'attaquer le pays d'à côté. Je crois que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a demandé à ce que les championnats du monde ne se fassent pas au Rwanda
pour des questions bien, que ce pays est en guerre. Et c'est vrai que l'UCI et David Lapartien ont été beaucoup plus prompts à interdire les équipes russes, par exemple, à enlever la nationalité aux coureurs russes, plutôt que le Rwanda. C'est bizarre. Peut-être qu'aujourd'hui, ils voudraient également se présenter du côté du CIO. Et je dis, tiens, des voix des pays africains, ça serait intéressant. Après, les droits de l'homme, de temps en temps, quand il y a des intérêts, on n'en a plus grand-chose à faire. Du côté de David Lapartien, j'ai envie de dire qu'il a cette particularité, David Lapartien, de rassembler le pire du monde politique et le pire du monde des politiques des fédérations sportives. Là, il arrive à rassembler le pire des deux, ce qui je trouve est un assez grand talent du côté de David Lapartien. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, potentiellement, si on ne peut pas faire les championnats du monde au Rwanda pour des questions de sécurité, ou s'il y a des sélections qui commencent à gueuler et qu'il y a la moitié des sélections qui ne se pointent pas au Rwanda, et qu'on le sait à partir de juillet que tu as 90% des sélections qui ne viennent pas, on va pas faire un championnat du monde avec seulement 4 pécores. Donc il va falloir peut-être penser à un plan de secours. Aller sur le parcours des championnats d'Europe comme plan de secours, ça pourrait être l'idée. Donc repérer ce parcours, même pour un McNulty, ça peut être pas une mauvaise idée non plus. Surtout que McNulty le connaît déjà un petit peu. Mais prendre des repères pour l'année prochaine. Enfin, pour les prochains championnats, potentiellement du monde, peut-être. Après, dans les conneries, je sais pas si vous avez vu la phrase de Jean-René Bernaudot, mais alors dans les mecs qui parfois feraient mieux de fermer leur gueule, Arnaud Delis à côté, c'est petit joueur, hein, sur la phrase de Jean-René Bernaudot. Il dit des fois la honte, ouais, ça gêne pas grand monde. Hein. Incroyable. Bon, Jean-René Bernaudot commence aussi à être un petit peu habitué. Du côté de cette épreuve, on parlait du Val d'Enfer. Pour revenir à la présentation de cette course, il ne faut pas non plus négliger le vent. On a une période de l'année où on peut avoir du vent. On est dans la vallée du Rhône, hein, Ardèche, Drôme classique, vallée du Rhône. Un petit peu, ça descend comme ça, on va dire. Il y a l'Isère un petit peu au-dessus. Et ce qui fait qu'il faut faire attention au vent qui peut s'engouffrer. Et ça peut être aussi technique et dangereux. Donc il faut faire attention dans ce genre de cas. Allez, on va regarder tout de suite la présentation de ce parcours, hein, le parcours de cette édition. On part de Guilherand-Granges pour aller à Guilherand-Granges. En fait, c'est à côté de Valence. Hein. Dans ces deux courses-là, on va dire le pôle le plus important, c'est autour de Valence. 171 km et dès le départ, ça grimpe. Dès le départ, ça grimpe, avec la côte du Pin qui sera quasiment enchaînée avec le col de la Justice. Côte du Pin, on la regarde tout de suite. C'est très roulant, c'est pas extrêmement difficile, on va dire, hein, c'est très régulier. Vous êtes entre du 4,5-5%, ça va pas mettre les coureurs en difficulté, mais on sait bien que sur cette course, c'est la répétition des efforts qui va faire très mal, et surtout, on part au pied d'une bosse. Donc ça veut dire qu'avec l'échappée, ça peut faire un petit peu mal. Enchaîné donc avec cette côte de la Justice, on la regarde tout de suite cette côte de la Justice, il y a un passage compliqué sur 300 mètres, hein, où ça va être un petit peu plus pentu, mais ensuite c'est là aussi assez roulant, mais ça grimpe quasiment sur les 20 premiers kilomètres, c'est-à-dire sur les 20 premiers kilomètres, on va être en prise, voilà, ça va pas descendre. Ensuite on redescend, on passe par Saint-Romain-de-Lerps, mais pas forcément par la portion la plus compliquée, hein, c'est pas la portion la plus dure, donc 5 km 6 à 4,2, mais en fait c'est la côte de Saint-Romain-de-Lerps, avant un premier passage par Guilherand-Granges, par la ligne d'arrivée, premier passage par le Val d'Enfer, que l'on prendra à 3 reprises. Ce Val d'Enfer, on va le regarder tout de suite. Voilà. Des fois, des images valent mieux que des mots. Hein. Bah là on est dans le noir, hein, donc piste noire, c'est pentu, vous voyez, avec du 14% sur 300 mètres, c'est court mais c'est extrêmement pentu, donc ça fait extrêmement mal, la route est pas très large en plus du côté du Val d'Enfer, il faut le prendre en compte, donc il va y avoir une petite guerre de placement avant, et puis après bah, ça fait extrêmement mal. Alors le premier passage, allez, ça va le faire. Au deuxième ou au troisième passage, ça va être plus compliqué, surtout qu'avant le deuxième passage du Val d'Enfer, il n'y aura pas que le Val d'Enfer. Hein, on aura de nouveau la côte du Pin, enchaînée avec ce col de la Justice. Ça sera le dernier passage dans cette montée-là, mais il faut l'avoir en tête. Et puis on redescend, nouveau passage par Saint-Romain de Lerps aussi, pas encore la version la plus compliquée de la côte. Il faudra attendre le dernier passage, mais de nouveau un passage par Saint-Romain de Lerps,
Deuxième passage par le Val d'Enfer, mais contrairement au premier passage sur la ligne, où on va prendre la ligne d'arrivée en sens inverse, là on prendra le Val d'Enfer juste avant la ligne d'arrivée, donc ça sera le final de la course. À partir de ce moment-là, quand on arrivera juste avant le Val d'Enfer, c'est le final de la course, et il faut l'avoir en tête. Et puis ensuite, passage par la ligne d'arrivée, et puis l'enchaînement mur de Cornas avec la montée de Saint-Romain-de-Lerps. Les deux s'enchaînent, hein. En fait, faut prendre un bloc comme ça de 9-10 km enchaîné. On regarde ces deux côtes. La mur de Cornas, c'est un peu comme le Val d'Enfer, à peu près sur la même distance, et donc c'est aussi compliqué que le Val d'Enfer. Et ensuite, Saint-Romain-de-Lerps. Les 2 premiers kilomètres sont très durs, hein, vous voyez, avec des gros pourcentages. Ça se calme un petit peu au milieu, mais souvent, c'est là où il y a des attaques. On a eu parfois des attaques à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tout le monde a un peu carbo de l'enchaînement. Mur de Cornas, Saint-Romain-de-Lerps, donc il faut réussir à récupérer. Et les 2 derniers kilomètres sont de nouveau avec des plus hauts pourcentages, notamment 9,1% et 6,5%. Et puis, on termine par un dernier passage par le Val d'Enfer à 7 km de l'arrivée. Ce dernier passage du côté du Val d'Enfer, 6 km 5, 7 km de l'arrivée. Donc là aussi, ça va faire extrêmement mal aux jambes à ce moment-là. Donc une journée compliquée, voilà, pour les coureurs avant l'arrivée à Guilherand-Granges après 171 km de course. On regarde tout de suite la suite de cette vidéo et on passe à la météo. Un soleil parfois un peu voilé sur cette course, mais le temps sera sec, c'est-à-dire qu'on aura du soleil avec quelques passages légèrement nuageux et parfois un soleil qui sera un petit peu timide, mais le temps sera sec. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des patchs d'humidité à certains endroits de la course. Donc comme d'habitude au mois de mars, il faut faire attention. Mars, avril, on peut encore avoir des zones où il fait un petit peu plus frais et avec pas mal d'humidité sur le parcours. La particularité de cette journée, on parlait, c'est le vent. 30 à 50 km/h, un vent qui sera de nord, donc plutôt de côté sur une grande partie du parcours, mais forcément on fait des boucles autour de Guilherand-Granges. Donc il y a des moments où il sera de dos et des moments où il sera légèrement de face, mais en majorité il sera de côté, et surtout c'est un vent de nord. Les températures ne vont déjà pas être bien hautes, température fraîche, 9 degrés, mais avec ce vent de nord, on va avoir un ressenti bien plus faible. On ne devrait pas dépasser 5-6 degrés en ressenti, donc il va falloir le prendre en compte. Et surtout ne pas hésiter à manger et à boire, parce que dans ces conditions-là, on peut oublier de boire et de manger. On regarde tout de suite le palmarès des dernières éditions. Eh bien, du côté de cette épreuve, on a eu quand même déjà des beaux vainqueurs. Notamment Juan Ayuso l'an dernier qui avait battu Romain Grégoire et Mathias Kelmose. L'année d'avant, c'était la dernière victoire française avec Julien Alaphilippe devant David Gaudu et là encore Mathias Kelmose qui voudra peut-être enfin chercher la victoire. 2022 McNulty où il y avait Van Sevenant et Sepkus. Gaudu en 2021, Cavagna en 2020, et on s'en souvient, un sacré numéro de Rémi Cavagna cette année-là, et puis Calme-Jeanne, Romain Bardet, on a eu du Petr Vakoc également, Sepulveda, peut-être la plus belle victoire dans la carrière d'Eduardo Sepulveda, mais à l'époque la course venait de passer épreuve professionnelle, et c'était pas des très très grands, c'était pas encore un niveau comme on l'a actuellement. Je crois que c'est une épreuve professionnelle depuis 2009, je crois, 2009 ou 2010, parce que c'est la plus ancienne des deux. Parmi les 20... Ah oui, parce que... Oui, 2007, c'est encore professionnel, je crois que c'est peut-être 2007. 2007, c'est pas encore professionnel. Et en 2006 non plus, et victoire d'un certain Jean-Christophe Perrault devant Konovalovas cette année-là, du côté des amateurs. Et à l'époque, c'était la classique de l'Ardèche, souvenir Delpech, Francis Delpech, je crois, sur cette épreuve.
On regarde tout de suite la liste de départ, et cette liste de départ, elle est très intéressante. On commence tout de suite avec la UAE, qui vient avec Juan Ayuso, McNulty, ancien vainqueur de l'épreuve, mais également Del Toro et Jan Kristen. Autant vous dire qu'il y a du monde. Du côté de la Tudor, on vient avec Marc Hirschi et Mathis Rondel, le français. Yanis Wazar, qui sera là pour aider certainement Marc Hirschi. Du côté de la Visma, Attila Walter, Heitebrook sera là. Également avec Ben Tulle du côté de la Soudal Quick-Step, Ethan Etter avec son nouveau maillot, mais surtout Valentin Paré-Pinte, encore Junior Le Serre, ou encore Louis Vervaqueux du côté de la Lidl Trek, Skelmose, on attend enfin la victoire, et puis surtout Julien Bernard qui sera là pour aider, et Tao Geoghenaert qui vient de se rajouter à cette liste de départ. Je rappelle que la liste de départ, elle est de 19h30. Nous sommes jeudi 27 février, 19h30. Groupama FDJ, vous avez Valentin Madouas, Romain Grégoire, et les autres seront là pour, en tant qu'équipier avec Baptiste Grégoire également au départ. La Lotto avec Yarno Vidar, qui sera, je pense, le coureur le plus intéressant, et Henri Vadenabele. La Décathlon avec Aurélien Paré-Peintre, qui sera donc opposé à son frère Victor Lafay-Nicolas. Prodhomme du côté de la EF, Carapaz qui continue sa tournée en France avec Cepeda ou encore Benelli. Du côté de la Movistar, on vient avec Enric Mas, mais également Javier Romo. Du côté de l'Intermarché, on vient avec Louis Mentis, Louis Barré qu'on a un peu vu en ce début de saison, et puis Alexis Forprost. Du côté de la Picnic Postenel, alors Warren Barguil, Romain Bardet est apte. Donc on verra s'il est intégré à la liste de départ, mais nous a indiqué Romain Bardet apte. Pour l'instant, à 19h50, là, à ce moment, il n'y a pas de modification sur la liste de départ, mais Romain Bardet est apte, suite à sa chute du Tour de l'Algarve. Cofidis, Aramburu, Anthony Perez et Maisonneuve du côté d'Arkea, Clément Venturini avec Michel Reiss, Louis Roulant, mais on ne vient pas vraiment pour faire un grand résultat, il faudra quand même se méfier de Raoul Garcia Pierna. Du côté de la XDS, Astana, Fortunato, mais surtout Scaroni et Champoussin, on est là pour marquer des points, Israël, avec Michael Woods et Stephen Williams, Richitello également et Lutsenko, mais Richitello et Lutsenko étaient quand même sur l'UAE Tour. La Total Energy vient avec Jordan Gegat ou encore Pierre Latour et Mathieu Burgodeau. La Q36 avec Matteo Badilati ou encore Milan Veder. La Unibet avec Odd Christian et King, Adrien Maire. Également au départ du côté de la Saint-Michel-Aubert, Saint-Michel préférence Home Aubert 93, Morne Van Niekerk ou encore Théo Delacroix. La Van Rysel Roubaix vient avec Maxime Jarnet ou encore Kevin Avoine ou encore Rémi Capron. Du côté de la CIC Nantes Atlantique à ciel Mario avec Maël Guégan au départ et Antoine Hu. Du côté de la Nice Métropole, Yarko Haninen, Damien Girard qu'on a beaucoup vu en ce début de saison ou encore Andrea Missud qui avait fait une 5e place du côté du Tour des Alpes Maritimes. Du côté eh bien, de la stratégie, avant mes favoris, la stratégie, en gros pour moi la course va se décanter dès l'avant-dernier passage du Val d'Enfer, sans forcément qu'il y ait l'envie du côté des leaders de faire la différence, mais je pense que dès l'avant-dernier passage sur le Val d'Enfer, en fait il va y avoir le rythme dans la portion de plat, et beaucoup de coureurs beaucoup d'équipiers vont mettre beaucoup d'énergie à ce moment-là, ils vont s'écarter. Ensuite, la question est de savoir est-ce qu'on attendra vraiment le dernier moment, c'est-à-dire vraiment le dernier passage pour faire le Val d'Enfer, mais forcément ça va favoriser les vrais punchers, ou est-ce que certains coureurs qui ont peut-être un peu moins de punch vont pas tenter leur chance dans l'enchaînement Cornas, Saint-Romain de l'Herspt, où là on peut tenter quelque chose, mais ensuite il va falloir tenir dans le Val d'Enfer, et on peut perdre facilement 30, 40, 50 secondes dans ce Val d'Enfer. Donc il faudra réussir à récupérer suffisamment d'avance à ce moment-là. Mes favoris, Marc Hirschi. Déjà, il a fait un gros début de saison de Marc Hirschi. Et puis là, du côté de la Tudor, ça sera lui le leader de cette équipe. Il faudra vraiment se méfier du coureur suisse qui a quand même envie de montrer à tout le monde qu'il est capable de battre les meilleurs. Et je pense qu'il est motivé pour battre
les petits jeunes de la UAE. Jan Christen. Pourquoi je mets Jan Christen? On a vu le Tour de l'Algarve, il a été costaud sur le Tour de l'Algarve. Là aussi, il faudra s'en méfier. Alors certes, il a été un petit peu déçu par cette fin du Tour de l'Algarve. Il a eu quand même une semaine pour s'en remettre. Donc il faudra s'en méfier. Je ne mets pas Juan Ayuso. Pourquoi? Premier jour de course pour Juan Ayuso. Qui reprend tardivement cette année, donc il sera peut-être un petit peu juste. Matthias Kelmose, 2 fois sur le podium, forcément au bout d'un moment il a envie de s'imposer sur cette épreuve. Lui il a la particularité qu'il peut attendre le dernier moment, il peut même attendre l'arrivée tout simplement. Matthias Kelmose avec sa vitesse, donc il faudra s'en méfier, il faudra réussir à le lâcher. Romain Grégoire, pourquoi Romain Grégoire? Parce que déjà plutôt en forme, le coureur français, mais on sait que sur ce type de parcours il est costaud, et vu le Tour de l'Algarve qu'il a réalisé, Romain Grégoire avec un très bon contre-la-montre pour finir, c'est un coureur en forme. Et puis je termine avec un dernier coureur en forme, Christian Scaroni, qu'on a beaucoup vu, la classique VAR, le Tour des Alpes-Maritimes, qui a peut-être pris également beaucoup de confiance avec ses résultats du week-end dernier. Donc il faudra l'attendre. Scaroni, par contre, il aura peut-être la pancarte, contrairement à la semaine dernière, et ça sera peut-être plus compliqué à gérer. Parmi les coureurs à suivre, il y a Arnaud Vidard. Il m'a fait une belle impression du côté du Tour des Alpes-Maritimes. Alors là, il y aura un peu plus de densité au départ, mais j'attends de voir ce que ça va donner pour le jeune coureur de 19 ans. Benelli, saison l'an dernier qui a été compliquée pour Benelli, on l'a assez peu vu. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner également du côté de le coureur de F. Je serai attentif. Et puis Attila Wolter, c'est pas tous les jours qu'il a peut-être le rôle de leader, Attila Wolter, sur le genre de parcours, parce que Kian Uijtdebroek, je sais pas trop ce qu'il peut donner sur ce type de parcours. Ça manque un petit peu de punch du côté de Kian Uijtdebroek. Je me dis qu'Attila Wolter, ça peut être une belle carte. C'est un coureur que je vais regarder sur cette épreuve pour voir comment il se comporte. Du côté des programmes, du programme télé, pardon. Eh bien, la chaîne L'équipe, la mise en route, ça sera 13h50 avec, je pense, Claire Bricogne. Indirect à partir du 14h. Je pense une arrivée aux alentours de 16h. C'était à peu près ça les années précédentes. 16h, 16h20. Du côté de l'arrivée de cette épreuve, donc en même temps que le Omloop et Nieuwsblad samedi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Eh bien, nous, on se retrouve samedi soir. J'espère avoir réussi à faire le débrief de cette course suffisamment rapidement. Sinon, ça sera dimanche matin, enfin dimanche vers midi, pour le débrief de cette édition de l'Ardèche classique. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche pour savoir quand le débrief sortira. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amac Productions. Ciao, ciao!